Alors c'est vrai, on a un petit peu d'avance pour en parler puisque cet accord commercial de phase 1 devrait être signé demain, mercredi, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses déjà dont on peut parler. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tous mes voeux, plein de bonnes choses. Bonne année à vous et aux vôtres. Oui, Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. On a donc demain Donald Trump qui va signer avec les Chinois cet accord de phase 1, sauf au retournement d'un minute, mais a priori c'est quasiment plié. On se dit que si Américains et Chinois ont décidé de calmer le jeu, est-ce que c'est parce qu'ils ont compris des deux côtés que ces surenchères de taxes, finalement ça fait du tort à tout le monde et que la guerre commerciale, dit-on, aurait coûté pas loin d'1 point de croissance aux Américains? Je ne crois pas du tout que c'est l'histoire. Hein? Je ne pense pas du tout que c'est l'histoire. Je pense qu'on a d'un côté une stratégie chinoise et de l'autre une stratégie américaine. Ils se rencontrent. Et que les deux se sont rencontrés. Ouais. La stratégie chinoise, c'est de plus en plus la Chine va s'organiser et s'organise avec sa région, avec l'Asie. Et avec sa demande intérieure et au-delà, le continent asiatique. Et donc, ce basculement est en cours. C'est un basculement qui est lent, qui est piloté de manière extrêmement attentive. Et la Chine ne peut pas se permettre de perdre du jour au lendemain les États-Unis, qui est son premier client, avec plus de 500 milliards de dollars d'exportation par an. Donc la Chine ne peut pas se permettre ça. En même temps que ça baisse un peu, ce n'est pas dramatique. Donc elle est dans le pilotage de cette bascule du pays usine du monde à un pays qui est beaucoup plus recentré sur lui-même et sur sa région. Donc ça, c'est le côté chinois. Ouais. Sur le côté américain, c'est totalement autre chose. C'est la politique. J'ai mis un peu de temps avant de comprendre Donald Trump. Et puis, voilà, il y a une clé très simple. Donald Trump, c'est un marchand de tapis. Donald Trump, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à négocier. Donald Trump, il a été promoteur immobilier, donc il a négocié tout, y compris le prix du sac de ciment apporté à tel endroit, tel jour, etc. Quand vous comparez son profil avec celui des autres dirigeants mondiaux, donc Xi Jinping, le président chinois, et la chancelière allemande, Angela Merkel, ont en commun d'avoir fait des études de chimie. Boris Johnson, lui, il a étudié les lettres et la philosophie. Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, c'est un juriste. Pedro Sanchez en Espagne, c'est un économiste. En France, on a un haut fonctionnaire qui est devenu président. De quoi a fait des études Donald Trump? Il a fait des études de promotion immobilière. Et donc, quand il rentre dans une négociation, il a des armes que les autres ignorent totalement. Et donc, avec la Chine, depuis qu'il est élu, il s'est lancé dans une négo. Dans une négo, vous avez des bas et des hauts. Il y a des moments où vous lâchez des choses, il y a des moments où vous les reprenez, il y a des moments où vous faites de la tension, il y a des moments où vous relâchez la tension parce que vous estimez que ça peut faire avancer les négociations ou que ça peut faire avancer vos intérêts personnels. C'est là qu'on rejoint la politique. Et donc, Donald Trump, après avoir tendu l'arc à l'extrême l'an dernier, il est en train de le détendre en se disant, un, il ne faut même pas effectivement que ça handicape trop mon économie, et deux, avec un accord comme ça, je vais pouvoir aller dire aux Américains, on est en janvier, les élections elles sont dans novembre. Voilà. Elles sont dans 10 mois, il va pouvoir dire aux Américains, regardez ce que j'ai obtenu des Chinois, ils vont acheter 200 milliards de plus de produits américains. Voilà, et Trump, sa logique, c'est celle du négociateur, c'est celle du marchand de tapis. Il sait le faire face à une classe politique mondiale qui en est totalement incapable. Ouais. Avec derrière encore cette idée qu'on est dans la détente, parce qu'il y a différentes phases, disiez-vous, cher Jean-Marc. C'est une trêve, on peut dire que c'est une trêve. C'est pas un armistice, pardon, de reprendre dans cette sémantique guerrière. Oui, je me fais un petit peu comme vous de la sémantique guerrière. Non, mais ça n'est pas la fin des tensions commerciales entre les États-Unis. Voilà, ça serait un tort de penser ça. C'est un moment d'apaisement, clairement. D'ailleurs, si c'était vraiment la fin et qu'il y avait une vraie paix, on aurait Xi Jinping qui se déplacerait à Washington. Oui, il a envoyé son vice-premier ministre. Liu He, c'est pas lui faire injure des honneurs que de dire ça, mais voilà, il ne se déplace pas à Washington. C'est un accord de phase 1, je crois qu'il comporte 86 pages. Je pense qu'un vrai accord, ça comporterait des centaines, voire des milliers de pages. Donc l'âge de guerre n'est pas enterré, c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Et ça serait une erreur que de le croire. Sachant que
malgré tout, l'impact, encore une fois, sur l'industrie américaine, on a parlé de l'impact rapidement, parce qu'on va parler après, donc, encore une fois, des concessions des uns et des autres et du respect de la parole des Chinois qui sont engagés à faire des choses. Ce n'est pas la première fois, vont-ils les tenir? Voilà, ça c'est un autre sujet, mais on va en parler. À qui ça a causé le plus de tort? Parce que l'industrie américaine est quand même au bord de l'asphyxie. Je ne dis pas que c'est lié à ça, mais quand même, il y a un dollar fort qui n'aide pas non plus les industriels américains. Donald Trump avait dit oui, cette offensive, c'est pour que les Chinois ils siphonnent nos carnets de commandes, ça va être bon pour nos carnets de commandes. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors là encore, je pense que c'est une toute autre histoire qui se passe. On a beaucoup raconté l'an dernier, en particulier les organisations internationales comme le FMI, l'OCDE, etc., que l'économie mondiale était, ces oscillations conjoncturelles étaient pilotées par le commerce. Et que donc quand le président américain appliquait des taxes importantes sur les importations chinoises. Ça faisait monter les prix, mais ça introduisait aussi toute une série de méfiances sur des projets d'investissement et que c'était ça qui ralentissait l'économie mondiale. Moi, je crois que ce n'est pas du tout l'histoire. On a connu un vrai ralentissement de l'économie mondiale depuis 2 ans qui est piloté par l'industrie, qui vient de l'industrie, qui ne vient pas du commerce mondial. Donc voilà. C'est un peu la question de la poule et de l'œuf, là, pour le coup. Ah non, parce que l'industrie, il y a des raisons très précises pour lesquelles ça ralentit. Si c'était un ralentissement qui provenait du commerce mondial, l'Allemagne ne devrait pas être le pays le plus touché par ce ralentissement. C'est une grosse puissance exportatrice, mais qui n'est absolument, enfin, sauf à l'extrême marge, qui n'est pratiquement pas touchée par les mesures de taxation des États-Unis. Ouais. Donc, si c'est parce que l'Allemagne était une puissance exportatrice qu'elle avait ralenti. Donc les ressorts, non, parce que le coût de l'Allemagne c'est un peu différent. Il y a aussi eu des normes anti-pollution sur le secteur auto, etc. Donc on dit la même chose là. Non, parce que c'est l'industrie, c'est pas le commerce qui a ralenti l'Allemagne, c'est l'industrie. Et pourquoi l'industrie a ralenti? Elle a ralenti parce qu'on a mis des nouvelles normes dans l'automobile en Europe et en Chine. On n'en a pas mis aux États-Unis, mais l'Europe et la Chine, ça fait les 2 premiers marchés mondiaux, quand vous regardez. On a mis aussi... vous écoutez, pardon, je coupe, vous écoutez. Donc, la guerre commerciale, ça n'a pas déstabilisé les échanges internationaux, les chaînes de production, quand même, si. Un petit peu, mais ce n'est pas la grosse histoire. On a tendance à prendre la grosse histoire pour la petite et la petite pour la grosse. Alors, oui, les mesures commerciales ont ralenti et l'économie américaine et l'économie chinoise. Encore faut-il vérifier, parce que la Chine, elle a baissé, enfin ses exportations vers les États-Unis ont sensiblement baissé, mais ses exportations vers le Japon, vers Taïwan et vers le Vietnam ont sensiblement augmenté. Et les augmentations du Japon, de Taïwan et du Vietnam vers les États-Unis ont sensiblement augmenté. Alors soit c'est une pure coïncidence, et plein d'usines ont ouvert au Japon, à Taïwan et au Vietnam, soit il y a nombre de produits chinois qui sont passés dans ces pays, qui ont pris un coup de tampon made in Taïwan, et qui sont passés aux États-Unis. Les spécialistes parlent d'un commerce fantôme qui s'est beaucoup développé. Donc l'impact réel des mesures commerciales qui ont été prises de part et d'autre par les États-Unis et la Chine sur leurs économies, il faut le prendre vraiment, je pense, avec des pincettes. Il ne faut pas nier qu'il y a eu un effet de ralentissement, mais il ne faut surtout pas le suramplifier. Ouais. Exactement. Si on regarde froidement, encore une fois, alors on n'a pas tous les termes de l'accord, mais on en sait quand même beaucoup de choses. Si on regarde froidement les choses, Jean-Marc, sur les concessions des uns et des autres, l'accord paraît quand même très très modeste. Sur la partie chinoise, qu'est-ce qu'on voit? Acheter plus de matières premières agricoles, accélération de l'ouverture du marché des services financiers, une petite musique, on a déjà entendu ça par le passé, meilleure protection de la propriété intellectuelle des boîtes américaines. J'ai envie de dire, ça engage ceux qui y croient. Parce que, ce qu'ils vont en tirer parole, ça fait 20 ans qu'ils nous disent qu'ils vont ouvrir leurs services financiers américains. Et puis sur le volet agricole, pardon, après je vous laisse parler, si Pékin achète encore une fois, augmente ses importations, c'est parce qu'aussi ils ont eu la peste porcine qui a décimé la moitié de leur cheptel. C'est pas le fruit du hasard, il y a beaucoup d'opportunisme aussi. C'est très bien calculé, encore une fois, de la part non, mais les concessions sont pas dingues, Pékin, les concessions chinoises. De la part de Pékin, c'est extrêmement bien piloté. Alors, il y a même un engagement important. Il y a l'engagement d'accroître les importations de 200 milliards de dollars par rapport au niveau de 2017. Et donc ça, c'est un vrai geste. Mais effectivement, quand on regarde le détail sur ces 200 milliards, il y a 50 milliards, c'est les produits agricoles. Et ça, clairement, ça ne va pas être très compliqué pour la Chine d'accroître de 50 milliards ses importations. Ils en ont besoin, et puis peut-être qu'il y a d'autres pays à qui ils vont moins acheter. Moi, je pense que l'Amérique latine est clairement visée, et puis peut-être aussi, par effet de rebond, l'Europe. Mais bon, voilà, 50 milliards, ça ne va pas être très difficile. 50 milliards sur l'énergie,
Ils en ont besoin aussi. Et ça, la Chine importe massivement de l'énergie. Ouais. Les États-Unis sont en train de monter massivement en production de gaz et de pétrole de schiste. Donc, je pense que c'est Ils diversifient leur approvisionnement. Voilà. Exactement. Donc, ces 100 milliards-là, ce n'est pas des concessions, ça va peut-être être des petites réorganisations. Il y a des pays qui vont en être victimes, mais clairement, ce n'est pas très compliqué. Alors, les 100 milliards qui restent, les 100 autres milliards, c'est un peu plus compliqué. Il y a 50 milliards pour du manufacturé, donc là, il va falloir qu'ils précise un peu. Oui, qu'ils précisent un petit peu. Mais quand on regarde l'accord, à quoi ça ressemble? Un pays qui s'engage à acheter davantage de matières premières à un autre pays. Où est le rapport de force? Est-ce que le rapport de force, c'est entre l'acheteur de... Est-ce que c'est l'acheteur de matières premières qui est en position de force ou est-ce que c'est le vendeur? Depuis des décennies, c'est celui qui vend les produits bas qui est dans la situation la plus défavorable. Ouais. Après, encore une fois, est-ce qu'ils tiendront parole? C'est la question qu'on se pose. Sur la question de l'ouverture du service financier, enfin, on a démarré, vous, un peu avant moi, mais c'est un truc qu'on entend régulièrement. Oui. Ce n'est pas nouveau que la Chine dise on va ouvrir notre service financier, notre secteur service financier. Il y a des pas constamment. Il y a des pas, effectivement, quand on regarde, quand on prend l'histoire un peu longue, depuis le début des années 90, il y a des signes, des petits signes. C'est la très 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 longue marche de l'ouverture des services financiers de la Chine. Il y a eu toute une série de signes. Il y en aura d'autres. Encore une fois, c'est piloté de manière extrêmement précise, extrêmement soigneuse par Pékin, qui fait très attention à ce qui s'est passé ailleurs. Quand il y a eu une grande crise financière en Asie dans les années 1997-1998, la Chine n'a pas été frappée parce que son marché des capitaux était extrêmement verrouillé. Et ils ont tiré les leçons de ça. Donc ils ouvriront au fur et à mesure de manière extrêmement attentive, en lâchant des symboles. Il y a des domaines où ils peuvent lâcher des symboles. On l'a bien vu dans l'industrie, par exemple, du capital risque. Ils ont beaucoup développé cette industrie de manière assez ouverte pour encourager le financement de l'innovation. Et la vraie lutte entre les États-Unis et la Chine maintenant, le vrai affrontement, il est là, c'est l'affrontement technologique, c'est l'affrontement sur l'intelligence artificielle, sur la robotique. Et ça, c'est pas du tout, évidemment, pour l'instant, cet accord de phase 1, on n'en parle pas. Et ça, comme par hasard, quand vous regardez ce qu'il y a effectivement dans cet accord sur la propriété intellectuelle, c'est tout à fait minime par rapport aux autres engagements d'achat de matières premières. Un petit mot du côté américain, les concessions ne sont pas non plus excessivement nombreuses. On a compris, l'argent ira surtout aux farmers, aux agriculteurs américains, comme 50 milliards d'euros. Ils ont touché 40 milliards d'euros de dollars d'aide en 2 ans, quand même. Donc c'est, voilà, cet argent, il est pour eux, ça on l'a compris. Après, la suspension d'une partie des droits de douane, encore une fois, à l'import, que c'est un relatif assouplissement que consent le président américain. Encore une fois, il faut rappeler que les 2/3 des importations depuis la Chine restent taxées aujourd'hui. Oui. On a même en 2 ans, on a radicalement changé déjà de paysage. Donald Trump a renoncé à poser des droits de douane sur de nouveaux biens, mais il y a déjà une large, plus de la majorité des importations américaines en provenance de Chine qui sont taxées. Donc ce mercredi, on finit là-dessus, Jean-Marc, on va nous vendre un grand accord, etc. Quand on le déroule ensemble comme ça, on se dit que les concessions, c'est un accord qui a une portée quand même, qui est assez limitée. Ça va être une portée surtout politique. Ça va permettre de dire à Donald Trump, regardez ce que j'ai obtenu des Chinois. Et donc ça veut dire, in fine, que sur le reste de l'année, on est à peu près tranquille sur ce dossier-là parce qu'il a dit, le président américain, il n'y aura pas d'accord de phase 2 avant les élections. Il ne s'est pas mis la pression pour le coup, il a raison. Tout dépendra de la conjoncture politique. Si à un moment, dans sa campagne électorale, il sent qu'il a besoin de faire un coup d'éclat avec Pékin, il ne s'en privera pas. Sachant que cette guerre commerciale n'est pas très populaire, j'ai envie de dire, aux États-Unis. 3/4 des Américains sont convaincus que ces tensions commerciales ont un impact sur le business au quotidien. Donc, elle n'est pas populaire. D'une certaine manière, oui, mais en même temps, il y a une décision importante qui est tombée aujourd'hui. Washington a dit « Je ne traiterai plus la Chine comme un pays manipulateur de sa monnaie ». Ça fait partie aussi du deal, vraisemblablement. Qui c'est qui proteste aux États-Unis? Ce sont les démocrates. Et donc, ils tombent magnifiquement dans le piège que leur tend Donald Trump. Donc voilà, on voulait revenir sur ces accords commerciaux, on en saura plus ce mercredi, mais en tout cas, voilà ce qu'on pouvait en dire à l'heure où on se parle. Merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci beaucoup, bye. Au revoir.